Bonsoir et bienvenue à l'écoute de votre émission Talk Politique. Vous nous écoutez sur la 95.3, mais aussi sur le www.filmguinée.com et également à travers nos plateformes digitales. Bienvenue à tous. L'équipe de mardi est au complet pour vous servir. Mariam Nabé, bonsoir. Bonsoir Adissatou et bonsoir à tous. Bienvenue Lincoln. Bonsoir Adissatou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Tali Besso. Barry. Quand même. Bonsoir Madame Barry. C'est une provocation, hein? Là, il m'a eu, hein? Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Adissatou, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est parti donc pour ce numéro de Talk Politique. Au menu de ce Talk Politique, le premier conseil interministériel du gouvernement Beyavogi, il a réuni son équipe impartielle donc ce mardi, alors que les noms des 8 ministres sont toujours attendus. Aucune information n'a filtré de la rencontre. Nous apprenons qu'un conseil ministériel est prévu jeudi. Le gouvernement sera-t-il au complet d'ici là? On en parle avec nos chroniqueurs. À venir également les tractations autour de la mise en place du CNT. Elles se poursuivent donc au sein des entités avec des divisions par endroit côté société civile. C'est jusque-là le silence. Nous allons essayer d'en savoir plus avec le coordinateur du COGELPED. Abdoul Sako sera au téléphone avec nous à la une. Toujours on s'intéressera à l'insécurité grandissante à Conakry. Plusieurs citoyens en sont victimes alors que les autorités semblent silencieuses. Sur la question, on en parle également avec notre équipe à Badang Batorompu. Nous recevrons donc dans la seconde partie Dr Ibrahima Traoré et Dr Aboubakar Salimatou Silla, deux enseignants-chercheurs à la faculté de médecine de l'université Gamal. Ils disent être privés à tort d'une montée en grade. On va essayer d'en savoir plus avec les deux personnes concernées et puis on terminera avec vous, chers auditeurs. On vous donnera la parole sur l'insécurité justement grandissante à Conakry ces derniers temps. Bienvenue encore une fois. Bienvenue donc, je commence avec vous, Emmanuel Munimolo. On l'a appris dans l'après-midi, la tenue du premier conseil interministériel ce mardi avec une équipe partielle. C'est normal, il faut aller vite, même quand l'équipe n'est pas au complet? Ça dépend de ce que veut le Premier ministre. Après tout, c'est son équipe. Mais d'un regard extérieur, c'est quand même c'est presque une première de voir un conseil se réunir alors que certains ministères sont sans ministre, donc sans patron. Quand on regarde la formation, la composition actuelle du gouvernement, on est pratiquement à peu près 60-65% de ministres qui sont connus. Donc on n'est pas encore vraiment près du but, en tout cas d'en découvrir la composition totale. Et ça ressemble un peu, à mon avis, à une rentrée des classes en Guinée où jamais tous les élèves ne sont au rendez-vous le premier jour. Et là, aujourd'hui, j'imagine, en tout cas, du point de vue des mots qui sont sortis du service de communication de la primature, le Premier ministre a briefé l'équipe sur les orientations globales du gouvernement. Et comment on peut briefer l'équipe gouvernementale sur ce qui doit être l'orientation globale quand certains sont absents? On verra le compte rendu. Et il y en a qui sont quand même parmi les absents, il y a quand même des ministères importants. Clés, pour l'instant, donc on ne connaît pas qui détiendra le portefeuille et on est en train déjà de tracer la voie. J'imagine que quand le gouvernement sera au complet, il sera obligé de reprendre encore le même exercice, donc de rebriefer ce qui vient d'arriver et de briefer ce qui vient d'arriver et rebriefer ceux-là qui sont déjà là. Je crois que entre la nomination du Premier ministre et le jour où on est aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est déjà découlé. Un temps au cours duquel, bien entendu, s'il n'y avait pas de tractations qui soient en tout cas aussi intenses, on aurait pu, à mon avis, connaître la composition globale du gouvernement. Là, on est déjà à un premier conseil interministériel. Vous avez des ministres qui sont absents. Et un conseil ministériel qui est prévu, j'ai dit. Oui. Et après, d'autres viendront. Peut-être il va falloir, on sera en train peut-être de débattre de certains dossiers. Et j'imagine qu'il y aura dans la salle un ministre qui va lever le doigt. S'il vous plaît, je ne me retrouve pas du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire? J'imagine un peu des scénarios de ce genre-là. Mais pour être quand même, pour être sérieux, je pense que je ne dis pas que ce n'est pas normal qu'on tienne un conseil avant que tous les ministres soient connus. Mais je pense que c'est la résultante du temps qui est en train d'être pris dans la composition du gouvernement. Et si on veut aller vite, je pense que ce retard peut être préjudiciable parce que la transition, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on en détermine le temps.
On les a vus, hein? Ils étaient quand même tout beaux dans leurs costumes. Pour certains, c'était des tenues traditionnelles, Nabi. On a vu les photos sur les réseaux sociaux. Bah oui, il faut se mettre bien, surtout pas à l'occasion de n'importe quel événement. C'était quand même le tout premier conseil interministériel. Et moi, je pense que... qu'il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'est vrai que tous les ministères n'ont pas encore leur ministre, mais je pense qu'avec plus de la moitié du gouvernement, je pense qu'il y avait vraiment nécessité de convoquer un conseil interministériel et faire des projections. Je pense qu'après, ceux qui viendront plus tôt et seront briefés, et je pense que c'est la logique des choses. Talibé, ça signifie peut-être que les autres noms pourraient être connus aujourd'hui ou demain. Parce qu'il y a quand même un conseil qui est prévu. J'imagine qu'on ne va pas le faire avant. Malheureusement, je ne peux jurer de rien parce qu'on était sur la même note d'espoir jusqu'à hier soir et même jusqu'à dimanche soir en espérant qu'on nommerait donc les membres du gouvernement, les membres restants, dimanche pour qu'ils prennent fonction lundi et que effectivement tout le gouvernement soit au complet lors de ce conseil interministériel. Alors ce conseil interministériel partiel ou fragmenté, on peut l'appeler comme on le veut, en fait pour moi il y a un problème, il y a forcément un problème. Alors si vous n'avez pas réussi à mettre en place l'intégralité de l'équipe, ça veut dire que certainement, comme on l'a dit, il y a des difficultés à faire des choix, à décanter et finalement à choisir ce qu'on considère être les bonnes personnes. Est-ce que ce ne sont pas les lobbying et déjà, on a vu certains ministres déjà sur le terrain. On a vu des ministres, le ministre de l'enseignement supérieur et d'autres encore, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et d'autres encore qui déjà se mettent à exécuter, à évacuer les affaires courantes en attendant donc la grand-messe, ce grand conseil des ministres donc présidé par le président de la République et donc précédé du conseil interministériel. Mais à mon avis, ce n'était pas pressé à mon avis de tenir ce conseil amputé de près de la moitié de ses membres. Je ne vois pas l'urgence qu'il y avait à le faire parce que comme il ne reste que 8 ministres. Il reste 8 ministres, pas que 8 ministres, pas des moindres, comme il l'a dit, pas des moindres. Ce n'est pas, à mon avis, encore, je me pose encore la question de savoir quelle était l'urgence. Si le conseil a tourné autour de ce briefing, c'est-à-dire le Premier ministre qui dit aux uns et aux autres ce que j'attends de vous, les tâches que j'attends de vous, j'imagine que lors des entretiens, parce qu'on nous apprend qu'il y a des entretiens, des sortes d'entretiens d'embauche, on a dû dire à chacun, voilà ce que nous attendons de vous, voilà. Et donc, précédemment, est-ce que des lettres de mission vont être données plus tard pour repréciser les tâches qui reviennent à chaque ministre et délimiter ses domaines de compétences? Tout cela viendra briefer suffisamment chacun sur ce qui est attendu de sa personne en termes de rendement, en termes de partition au sein de ce gouvernement. Donc, à mon avis, il n'urgeait en aucun cas qu'il y ait ce conseil des ministres partiel fragmenté. À mon avis, c'est inédit. Je peux comprendre qu'il y ait un conseil interministériel qui constate l'absence d'un nombre important de ministres parce qu'en mission à l'étranger. Voilà. Mais d'ores et déjà, on sait que M. Tel est absent, mais son ministère est pourvu. Donc, je ne comprends pas vraiment la nécessité. Je m'interroge, c'est une première, on va la noter dans les annales de l'histoire politique de ce pays. Lincoln, pour vous, pourquoi ça retarde autant finalement? Seul Doumbouya peut répondre à cela et son Premier ministre, puisqu'il y a 12 millions de Guinéens. Parmi ces 12 millions, il y a quand même des Guinéens talentueux, des Guinéens de valeur, il y a des intellectuels, il y a des cadres qui peuvent servir ce pays. On ne comprend pas pourquoi, depuis pratiquement 2 mois après la prise de pouvoir par l'armée, qu'on ne soit pas en mesure de mettre en place un gouvernement. Moi, à leur place, j'aurais déjà composé mon gouvernement. C'est ce que je disais quel jour. Des médias, les réseaux sociaux ont aidé Doumbouya et son cabinet à dénicher des talents dans ce pays.
À sa place, moi, j'aurais fait de cette proposition des médias une base pour mettre en place un gouvernement. Et la base là... Ce ne sont pas les propositions qui manquent, hein? Non, ça ne manque pas. Non, aujourd'hui, c'est comme s'il y a un problème de clan. L'entourage de Doumbouya a ses hommes. Le colonel a ses hommes. Le PM a ses hommes. Il y a aussi l'entourage qui a ses hommes. Les démarcheurs, comme donc, le disait Aliou ce pratiquement, matin. il est pris dans un engrenage qui ne dit pas son nom. On n'avait pas besoin de tout cela. Le conseil d'aujourd'hui, c'est comme si c'est des boiteux qui partent, c'est-à-dire attaquer un nid d'abeilles. Des manchots viennent faire le ring. La boxe, peut-être des personnes handicapées, excusez-moi du mot. Mais le gouvernement n'est pas au complet. Peut-être que ce rendez-vous aujourd'hui était un rendez-vous de sape. Chacun s'habille bien, il se retrouve, il parle, ainsi de suite. En même temps, le pays doit bouger. Mais le pays ne bouge pas depuis 2 mois. S'ils veulent que le pays bouge, on aurait mis en place un gouvernement. C'est-à-dire, ils sont en train de nous faire comprendre que l'on n'est pas pressé. Et pendant ce temps, il y a un blocus total au niveau du pays. Si M. Doumbouya ne peut pas, son premier ministre ne peut pas, mais qu'il quitte et ils verront que la nature n'aime pas le vide. Hier, c'était Alpha et avant Alpha, il y avait quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Ce pays est complètement bloqué. On ne comprend pas pourquoi le problème de choix se pose. Ça ne devrait pas se poser. Jusque-là, on peut avoir un ministre des Mines. On peut avoir un ministre de tel ou tel poste. On peut composer facilement. Pourquoi ça bloque autant pendant que le pays est bloqué? Donc c'est un peu cela. Moi, certainement, je me dis que les atomes ne seraient pas crochus entre le colonel Doumbouya et son PM en termes de choix. Si c'est ainsi, mais qu'on vienne à leur place. C'est le premier faux pas de Béavogui. Et ce faux pas est pratiquement impardonnable. Comment peut-il expliquer cela? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va appeler les ministres pour... Il ne faut pas dramatiser pour non, autant. on va dramatiser puisque c'est une nouveauté. Ce qui n'a pas marché dans le temps qu'on a dénoncé. On ne peut pas croire... Ça commence toujours par quelque part. Et quelque part où? Par un premier faux pas. Ça, c'est un faux pas. On n'a pas besoin de cela. Qu'on nous présente notre gouvernement, qu'on ait le gouvernement au complet et qu'on s'attelle au travail. Mais ça, c'est une façon de justifier leur manque, peut-être leur retard. Nous, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas, qu'ils laissent le plancher, on vient à leur place, on compose le gouvernement, la Guinée commence à bouger. Je crois qu'une fois de plus encore, c'est un faux pas historique. Et ça sera à la manière d'Umbuya. L'histoire de la Guinée va également raconter cela. Il est très très sévère. Ibrahima Sori Lekon Souma, Emmanuel Milimono. Comment comprendre, en plus de ce que nous sommes en train de dire, il y a aussi le silence sur le calendrier de la transition. Personne ne sait, on va commencer par quoi ou quand. Et c'est un peu quand même difficile d'aller comme ça. Je pense que lorsque vous regardez les orientations globales qui ont été déclinées par le CNRD dès la prise de pouvoir, ça vous donne une idée du fait que la question du calendrier, peut-être qu'on finira par l'évoquer, mais elle n'est pas au centre de la transition. Parce que regardez les 5 piliers fondamentaux de la transition. On vous parle de la refondation de l'État. On ne refonde pas l'État en quelques mois. L'État guinéen tel qu'il est aujourd'hui, on ne le refondera pas en quelques mois. Le deuxième aspect qui peut aussi donner un signal sur le fait que la durée va être bientôt peut-être un point de discorde, c'est que les acteurs politiques même qui ont participé aux consultations nationales, aux concertations nationales, qui sont venus tout beaux, tout souriants, qui ont participé, qui étaient contents de cet échange, oui, et qui sont sortis avec de très bons mots, très bons discours après la rencontre avec le président du CNRD. Ils ont fait des propositions, mais vous avez vu le temps entre le dépôt de ces mémorandums et la publication de la charte de la transition. Ça vous donne une idée qu'aucun acteur politique n'a été, on va dire, aucune proposition politique n'a été considérée dans la rédaction de la charte. Et on a l'impression qu'ils sont exclus, hein, même dans la formation. Non, mais évidemment, ça se voit, c'est clair quand même. L'autre élément important, c'est quoi? Vous avez, on est dans une sorte d'engrenage où pratiquement on occulte le fait que la transition, elle est d'abord politique. Tous les actes qui ont été posés par le CNRD sont des actes d'envergure sociale ou économique, mais rien de politique. Mais il se trouve que la transition elle-même, on ne peut pas la dissocier de la politique. Une transition, elle est politique parce qu'elle aboutit forcément à l'organisation d'élections. Et cela fait que les acteurs politiques doivent être associés, une place
dans la démarche, dans le déroulement de cette transition. Mais jusque-là, aucun acteur politique ne peut vous dire qu'il a une visibilité claire de là où va le CNRD. Tous, autant qu'ils sont, plus les jours passent, ils sont en train de dire aujourd'hui que le CNRD a son agenda. Et on a l'impression qu'ils sont en train eux-mêmes, les acteurs politiques, de se réveiller, de comprendre qu'en réalité, cette transition, elle n'est pas la leur. Et à mon avis, toutes ces zones d'ombre font aujourd'hui qu'on a suffisamment d'éléments pour comprendre que la durée de la transition, peut-être qu'on finira par l'évoquer, mais pour l'instant, ce n'est pas une question cruciale. Et même le jour où on va l'évoquer, je ne suis pas sûr qu'on va nous annoncer une transition de 1 an ou 2 ans. Je m'attends certainement à aller au-delà de cela, parce que refonder l'État guinéen dans sa situation actuelle, je le dis encore une fois, 2 ans me semble impossible. Talibé, ça risque de crier très prochainement au sein de la classe politique. On commence quand même, comme le disait Emmanuel, à entendre certaines voix. Lorsque l'exécutif a été incapable de boucler un gouvernement avant d'aller à un conseil interministériel, alors que l'exécutif c'est essentiellement le président et le premier ministre, donc si ça coince entre les deux, parce que ce sont les deux que nous voyons dans le cadre de la composition de ce gouvernement, attendez-vous à ce que ça aille dans tous les sens lorsqu'il sera question de mettre en place le CNT. Déjà, vous voyez comment ça se tiraille dans tous les sens par rapport à la désignation des membres du CNT. Le président de la transition a dit, en tout cas, la charte de la transition renvoie à la question de la durée de la transition aux forces vives. Mais comment est-ce que ces forces vives vont être consultées? Est-ce que c'est le CNT dont on dit qu'il représente l'ensemble des composantes du pays qui va être ce creuset des forces vives? Et donc, est-ce que c'est le CNT qui déterminera la durée de la transition? Parce que là-dedans, il y aura des représentants même du CNRD. On se demande quel est ce creuset donc qui va permettre de consulter ces forces vives. Ou bien on va tenir des assises nationales, comme c'est le cas actuellement au Mali, où on semble jouer la montre en invoquant les assises nationales qui doivent se mettre en place. Est-ce que donc ça aura lieu, cette consultation ou ces consultations dans le cadre de déterminer la durée de la transition se tiendra donc au CNT ou en dehors dans un autre cadre? Ça veut dire que on est parti pour des semaines encore avant de pouvoir avoir un CNT, et peut-être pour d'autres semaines encore pour déterminer la durée de cette transition. Pendant ce temps, le CNRD, avec son puissant colonel, auront eu quelques 4-5 mois et peut-être 6 mois même déjà de pouvoir. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas dans la même dynamique, on n'a pas la même vision de cette transition, parce que comme Emmanuel l'a dit, une transition par essence, lorsque vous renversez un pouvoir civil, c'est de pouvoir organiser des élections pour qu'un autre civil vienne au pouvoir. Mais si déjà on amène tout et on nous met dans une situation inextricable, attendez-vous à ce qu'on ne soit pas sorti de l'auberge et qu'on s'achemine peut-être vers une impasse politique qui n'est pas à souhaiter, parce qu'une impasse politique dans une transition, le dénouement, vous le voyez comment ça se passe dans d'autres pays. Évitons cela à notre pays. Je pense que le colonel doit recadrer la transition, doit la ramener sur les rails, parce que on est en train de sortir. On est en train, à ce rythme, on risque de connaître une terrible sortie de piste, et on ne le souhaite pas à notre pays. Nabil, le CNRD doit comprendre qu'il ne peut pas tout faire durant une transition, une période de transition. C'est vrai que le CNRD, il faut qu'on s'accorde là-dessus. C'est vrai, la transition, ça veut dire ça passe, c'est vrai. Mais vous savez, c'est ce que je disais en m'amusant la fois dernière avec certains de mes collègues. Je leur disais que en fait, 2 ans, c'est pas possible pour une transition. En tout cas, selon l'agenda du CNRD. Vous voyez, ce sont des gens qui sont venus, ils ne sont pas pressés. Et quand on écoute les ministres lors des cérémonies d'installation, personne ne parle de retour à l'ordre constitutionnel. Tout le monde parle de développement, de redressement, on va faire ceci, cela. Effectivement, je pense quand même qu'il y a des choses quand même qu'il va falloir corriger pendant ce temps. Moi, la durée de la transition, personnellement, ça ne me dit pas assez, franchement. Parce qu'en fait, tout le temps, nous sommes dans ces histoires dans l'organisation des élections, dans un éternel recommencement. Tout le temps, c'est pour parler d'élections. Tout le temps, ce sont les mêmes discours qu'on entend. Mais
moi, ce qui m'importe, c'est que l'équipe qui doit être là, l'équipe déjà qui est sur place et ceux qui doivent la compléter, je pense que c'est cette équipe qui doit bien travailler et je pense que jusqu'en 2000, en tout cas, personnellement, ça n'engage que moi. S'ils peuvent ça terminer... glisse. Non, ça ne glisse pas, ça n'engage que moi, c'est moi qui le dis. D'accord. 2 ans, 3 ans, moi, peu importe. Moi, je veux vraiment qu'on soit dans un pays qui soit sur de solides bases, un pays où on va pas, en tout cas pendant ces 2-3 ans, à parler d'élections, un pays où on va vivre dans la paix, dans la quiétude. Et les élections, ça va venir tôt ou tard, ça n'engage que moi. Il n'est pas d'accord, hein? Elle n'est pas pressée. Non, je ne Je suis ne pas suis être pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous savez, le militaire est fait pour tuer ou pour être tué, pas pour diriger. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, ça risque de crier. Le colonel a eu l'adhésion populaire. Et comme Talib a dit, la sortie de piste n'est pas loin. Il faut immédiatement créer un cadre de dialogue entre les politiques et le CNRD qui n'existe pas. C'est une erreur, hein, de les exclure. Non, aujourd'hui, ils sont exclus. Ça, c'est clair. Dans les jours à venir, ça peut crier. Si le colonel qui a eu le soutien populaire ne fait pas attention, ça risque de crier. C'est juste un conseil qu'on lui donne. S'il entend pas, tant mieux. On espère que ça ne va pas crier. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire dans cette toute première partie. On marque une petite pause pour les infos. On se retrouve juste après pour continuer cette émission. Notre premier invité qui est en ligne, on parle donc de la désignation des membres du CNT. Où en est la société civile? Nous essayons d'en savoir davantage avec Abdoul Sako. Il est en direct, il est le coordinateur de la COGELPED. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Sako. Oui, bonsoir Aïssatou, bonsoir à tous vos collaborateurs, mais aussi à vos millions d'auditeurs. Bienvenue. Donc, est-ce que la COGELPED a déjà désigné son représentant pour le CNT ou bien vous n'êtes pas intéressé? Oui, merci beaucoup. La COGELPED est dans une dynamique globale qu'on appelle la dynamique d'appui citoyen à la transition, au sein de laquelle la COGELPED avait vraiment pour donner l'exemple, eu égard à tout l'appétit aujourd'hui qui se congèle autour de cette question. La COGELPED a pris soin, en tout cas après concertation avec les membres ici et à l'extérieur du pays, et de donner l'exemple en ne cherchant pas à désigner quelqu'un, histoire de prendre au moins cette position de conseil aux autres organisations. Voilà là où on est. Donc la COGELPED a décidé vraiment de jouer son rôle dans la transition au-delà du CNT. Je suppose quand même que vous suivez de près tout ceci. Où en sont les tractations? Qu'en savez-vous? Parce que ça ne parle pas, hein, de ce côté. Et parfait, c'est vrai, peut-être ça ne se parle pas. À un moment donné, il y avait eu l'euphorie qui avait gagné les uns et les autres parce qu'on a pensé que c'était une campagne médiatique ou peut-être sur les réseaux sociaux, comme si on demandait des voix des citoyens pour un vote. Mais je crois aux jours d'aujourd'hui, les uns et aux autres ont compris que ce n'est pas ce genre d'approche qui compte, mais plutôt définir vraiment, aller sur des bases, des critères bien fondés. C'est ça, nous, au niveau de la dynamique d'appui citoyen. Nous avons proposé un certain nombre de critères qui devraient prendre 2 dimensions. La première des dimensions, d'abord, c'est l'aspect moral. L'aspect moral, on va parler de la structure. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une structure qui a son agrément. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une structure qui est appelée organisation de la société civile. Mais qu'est-ce qu'est la structure d'abord? Est-ce que c'est une structure opérationnelle? Quelle est la preuve de l'opérationnalisation de la structure sur le terrain? Est-ce que c'est une structure qui a des sièges ou un siège opérationnel et fonctionnel? Et donc, il faut d'abord, la première des choses, que la structure aussi bien puisse être capable de prouver ses actions sur le terrain à travers des rapports qui sont très bien vérifiables. Et au deuxième niveau aussi, c'est des conseils également pour réduire la compétition ou l'appétit au niveau des structures. Il faut partir sur les bases des critères. Il faut que ce soit quelqu'un d'abord aussi qui a fait montre d'engagement citoyen au sein des organisations, qui a une capacité de leadership qui est montrée au minimum par 5 ans d'expérience à travers les organisations. Avoir une capacité aussi intellectuelle à mener les débats de façon responsable au sein du CNT. Voilà en quelque sorte ces critères que nous avons bien voulu partager avec nos collègues au sein de la dynamique d'appui citoyen. Et à cela signifie que chaque organisation qui devrait désigner doit être à mesure non seulement de montrer les documents juridiques de sa structure, mais le rapport encore, qu'en soit rapport annuel ou rapport des 3 dernières
des dernières années. Et deuxièmement, il faut être en mesure aussi d'envoyer le CV vérifiable, parce que ce n'est pas seulement de dire que s'asseoir et couper-coller des choses et envoyer des CV. Donc, il faut savoir que la compétition est là. Donc, sur cela, je sais aujourd'hui qu'il y a des organisations quand même qui ont fait des propositions, qui ont déjà transmis. Certains m'ont dit déjà qu'ils ont transmis et qu'ils ont pris soin. Parce que la société civile, elle est plurielle. Il y a les organisations de défense des droits de l'homme, il y a les organisations de jeunesse, les organisations des femmes, les organisations des personnes handicapées. Toutes ces entités-là, nous les apportons des conseils. Mais on aurait aimé que la société civile montre l'exemple, que ce n'est pas quand même une compétition, la transition n'est pas une compétition de recherche de gains, mais plutôt qu'est-ce que je peux apporter, comment cette transition peut être une opportunité d'un départ véritable pour notre démocratie. Monsieur Sako, au-delà des principes, il y a quand même le processus, il se poursuit, on imagine. Et au niveau de la société civile, il se trouve qu'on n'a aucun signal pratiquement. Est-ce que ça veut dire que tout se passe bien ou bien c'est plutôt l'inverse, c'est l'impasse totale? Je vais vous dire, il faut pas, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Voilà le schéma au regard de la situation que je pense qu'il risque d'arriver. Est-ce que déjà aussi le CNRD aussi en a fait sciemment pour se retrouver dans cette situation? C'est que certainement, ils vont se retrouver avec, pour les différentes entités, plusieurs désignations. Parce qu'on avait salué beaucoup au niveau des organisations de défense des droits de l'homme qui ont mis en tout cas un dispositif en place. Nous avons pensé que ça pouvait donner l'exemple. Mais il se trouve que j'entends que même à ce niveau encore... Ça crie, hein? Ça crie de ce côté. Que ça crie. Donc voilà le scénario, ce qui risque d'arriver. Le CNRD va se retrouver avec un tas de dossiers. Et comment ils vont essayer maintenant de procéder, parce que c'est un peu ce que nous avons un peu reproché quand même de la situation. On aurait aimé par exemple que les différentes entités, au-delà de dire voilà le quota par entité, mais définir un certain nombre de critères qui montrent que voilà qu'est-ce qui pouvait être choisi. Et tout ceci risque d'allonger davantage la transition. Ça risque d'allonger, ça a même deux inconvénients. Ça risque non seulement d'allonger, mais le risque encore pire, c'est que est-ce que quand le CNRD va se retrouver avec tout un tas de dossiers à leur niveau, peut-être ils vont choisir, est-ce que les choix seront par affinité pour ceux qui pourront faire le jeu, on n'en sait pas. C'est d'ailleurs la raison fondamentale qui a fait que la COSELPED a décidé de ne pas montrer l'appétit ou pas participer à cette compétition vers le gain. Ça nous permettra, nous aussi, d'avoir l'aide, de savoir au cas où le CNRD se retrouvait avec tout un tas de documents, comment ils vont procéder au choix. Qui ils choisiront? Parce que nous savons déjà, parce que les critères qu'on a dit, celui qui va être, il faut qu'il monte d'abord d'engagement sur le terrain, qu'on cherche vraiment, c'est quelqu'un qui est actif sur le terrain dans le cadre des organisations de la société. On va essayer d'évoluer avec Lincoln avant Talibé très rapidement. Oui, moi mon inquiétude c'était par rapport à ces organisations qui, à visage découvert, avaient soutenu et quand même le troisième mandat et le changement constitutionnel. Est-ce que entre vous, vous avez évoqué, parce que la plupart de ces plateformes sont aujourd'hui aussi candidates pour aller au CNT. Est-ce que entre vous, vous avez évoqué ce cas? C'est le cas de Konasok, de Makos, ainsi de suite. Je vous avoue, le dossier il est très complexe, je vous dis. C'est ça aussi le problème de la loi à Guinée. C'est qui a fait aussi à ce que, parce que chacun va se dire tu n'as pas le droit de me dire ceci ou cela, ce n'est pas toi qui donne l'agrément. Raison pour laquelle nous mettons le focus aussi bien sur l'organisation, mais sur les personnes qui vont être désignées également. Donc ça nous permettra vraiment de jouer ce rôle d'arbitrage. Mais je vous avoue, oui, mais au cas où le choix tombait sur ses représentants, est-ce que vous allez riposter, vous allez réagir, vous allez contester? Pour le moment, nous ne sommes pas du tout dans une dynamique de riposte. Au niveau de la dynamique citoyenne d'appui, la dynamique d'appui citoyen à la transition, une dynamique d'ailleurs que nous coordonnons, la chose a été posée là-bas. Il faut vraiment faire montre d'une certaine neutralité dans l'animation du débat politique. Ça, le critère même existe. Il faut être totalement indépendant des politiques, qu'en soit politique à gauche ou politique à droite. On termine avec vous, Talibé. Alors, vous nous mettez devant la possibilité que le CNRD se retrouve face à une pile, justement,
de dossiers résultant des choix faits par les différentes entités. Mais est-ce que déjà, le problème ne se pose pas au niveau, par rapport à la question de savoir quelle est l'entité qui va justement recevoir les différentes listes et les trier? Est-ce que ce n'est pas déjà un problème? Je vous dis, quand je peux me dire, est-ce que c'est pour cela même j'ai commencé au-delà de dire le quota apporté déjà aux différentes entités, en amont le CNRD aurait dû quand même fixer certains mécanismes ou des critères liés au choix de ces entités. Ça aurait réduit quand même toute cette guéguerre. Mais de toute évidence, moi, le message que j'envoie au CNRD, comme je disais dans un précédent article, quand on parle de la transition, on dit c'est la durée avec des actions qui s'écoulent en deux situations normales. Le temps est très important au niveau d'une transition. Et le temps est tellement important, la diligence des actions et l'efficacité des actions doit aller de pair. Donc, jouer sur le temps, ça a un risque énorme, mais énorme contre la transition. Ça peut nous mener à des situations qui ne sont pas souhaitables. Raison pour laquelle le CNRD doit se méfier. J'en ai dit dans l'article, l'une des grandes leçons que moi j'ai tirées avec la chute du professeur Alpha Condé, c'est que ceux qui vous bourdonnent sous les oreilles, qui vous font montre d'audace, qui vous montrent qu'ils sont capables de gérer les dossiers les plus sensibles et les plus précieux, sont les premiers à vous, quand il y a renversement de situation ou problème, ils sont les premiers à dire que vous êtes têtus, ils vous auraient conseillé à ceci ou cela. Raison pour laquelle le président de la transition et le CNR de façon globale doivent faire beaucoup attention. Merci beaucoup. Donc, à vous, Abdoul Sako, qui invite donc à la prudence. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la COGEL-PED. On l'a écouté, hein, c'est ce qu'on disait dans la première partie. Il faut... Si la transition s'allonge, ça risque de créer d'autres problèmes. Oui, il nous rejoint sur un certain nombre de points. On ne sait pas quelles sont les intentions réelles du CNRD qui retardent le processus de nomination du gouvernement. Par exemple, la question que je l'ai posée au sujet de la structure, de l'entité qui reçoit justement ces différentes listes. Toute cette désorganisation s'est fait à dessein. À mon avis, par exemple, il aurait été... très éclairé, par exemple, de mettre déjà en place quoi? Une commission? Non, peut-être même comment dirais-je, le secrétaire général, par exemple, du CNT. Parce que le secrétaire général du CNT, comme en 2010, était nommé par le président de la transition. Ainsi, il aurait déjà une équipe autour de lui qui se constituerait et qui commencerait déjà à réfléchir au processus de traitement de tous ces dossiers liés au choix, liés à la fonctionnalité, à l'opéralisation du CNT. Donc, on est face à un vide, et quand on est face à un vide, on risque de sauter dans l'inconnu. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'actualité politique. Mariam Nabé, l'actualité, c'est aussi l'insécurité grandissante à Conakry. Les gens commencent à s'inquiéter. Oui, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'en fait, il y a de ces endroits à Conakry où à partir de 19h où on ne peut pas s'hasarder à sortir comme ça. Parce que même hier, il y a une dame qui s'est fait traîner sur la moto. Mais heureusement pour elle, elle s'en est sortie indemne. Mais quand même avec des blessures. Il y a pas mal de personnes aussi qui se voient déposséder de leur engin. Ça ne finit pas. Attaquées. Voilà, mais... Moi, par exemple, personnellement, j'ai pensé qu'avec l'arrivée de ces militaires, que les bandits, que les individus non identifiés auraient peur quand même de s'aimer toute cette terreur dans la cité. Mais c'est le contraire et c'est là... comment comprendre en même temps le silence des autorités? Effectivement, c'est là la question parce que moi, je me dis, que comment on appelle, que le fait qu'il n'y ait plus de PA, ça a quand même joué quand même. Parce que dans toute chose, il faut prendre ça se passe même sur l'autoroute, sur ce... Mais en général, ça se passe beaucoup plus sur la route Le Prince et sur d'autres axes de Conakry. Moi, je pense quand même que ces PA auraient quand même pu dissuader ces malfrats. Et ensuite, avant, par exemple, il y a de ces mois en arrière, il y avait des patrouilles mixtes de gendarmes, de policiers. Ça existe, on a annoncé des patrouilles. Mais moi, je ne vois pas. Je suis une noctambule, mais je ne vois pas. Sur quelle ligne? Mais c'est la vérité. Sur quelle ligne? Sur pas mal de lignes. Je ne vois pas ces patrouilles mixtes. Parce que moi, par exemple, dans certains quartiers, je pouvais sortir seule dans ma voiture, rentrer seule.
sans problème avec ces patrouilles. Mais maintenant, je ne vois pas ces patrouilles et en fait, les délinquants, ils agissent comme ils le veulent. On a quand même l'impression que les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes. Donc comme ça, il faut être d'accord avec On a Canadé. toujours été abandonnés. C'est pas parce qu'il y avait des PA, des barrages. Ces barrages même étaient source d'insécurité. Vous avez vu à travers qu'on a créé des pick-up sécuritaires qui partaient opérer sans immatriculation, des hommes habillés en tenue militaire qui avaient des armes, qui braquaient des citoyens, qui cambriolaient. On a même vu en pleine journée vers Koza Bambeto des manifestations ou des pick-up de la gendarmerie aux polices qui viennent casser quand même des boutiques ou les maisons des citoyens. C'est un peu cela. Aujourd'hui, ces barrages n'ont pas servi à grand-chose. Vous savez, même les PA dont on parle, il y avait des sécurités. Il faut que les nouvelles autorités peut-être mettre en place d'autres dispositifs qui pourraient sécuriser les Guinéens. On a toujours vécu dans l'insécurité. Peut-être que, vous savez, entre les bandits et des agents de force de sécurité, mais les uns étudient les pas des autres. Quel que soit ce que vous mettez en termes de dispositifs, le bandit fera de sorte qu'il opère. Donc, on veut quand même que d'autres formes de sécurisation nous soient annoncées et que sur le terrain, on puisse voir autrement. Sinon, on a toujours été dans l'insécurité. Emmanuel, très rapidement pour terminer. Moi, je pense que c'est quand même... on l'avait dit ici lorsque ces PA, tous les barrages ont été levés pour dire que certainement les nouvelles autorités ont agi pour satisfaire encore une fois aux attentes populaires. Et bien entendu, il y a une liesse populaire qui a aussi salué cela, même si après, avec le recul, on se rend compte qu'en réalité, tous les barrages sont levés, c'est quand même... Oui, vous savez, même aux États-Unis, la nuit, il y a des patrouilles. Les États-Unis, c'est quand même par rapport à nous, je pense que la sécurité, elle est plus au sérieux. On a annoncé des patrouilles, Emma. Oui, mais annoncé. Pas fait. On ne peut pas démanteler un dispositif sécuritaire lorsqu'on n'a pas un autre pour le remettre à la place. On a dégagé, demandé aux policiers, aux gendarmes, tous ceux qui étaient dans la rue, on leur a dit, rentrez. En lieu et place, rien n'est venu combler le vide. Il se trouve que les délinquants n'attendent pas que vous mettiez votre nouveau dispositif sécuritaire pour opérer. Ils profitent entre les deux dispositifs. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous imaginez, la Guinée, c'est aujourd'hui comme un grand désert dans lequel il n'y a que des murs au niveau des frontières. Mais au milieu, en fait, entre les murs, il n'y a rien pour protéger les citoyens. Les gens sont aujourd'hui à la merci des bandits. C'est ça la vérité. On ne peut pas dire que les patrouilles mixtes qui sont annoncées vont régler le problème avant même qu'elles n'arrivent sur le terrain. Non mais attendez. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous regardez dans la circulation routière, la plupart des agents qui sont déployés, c'est des agents des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Ce sont généralement ceux-là qui interviennent aussi la nuit. Ce sont les mêmes agents. Mais ils sont aujourd'hui des centaines dans la rue, le matin très tôt. Je me demande qui opère la nuit en appui aux gendarmes finalement. Parce que si la police est déployée le matin toute la journée pour appuyer les personnels de sécurité routière, qui appuie la gendarmerie la nuit pour la sécurité? Et cette gendarmerie d'ailleurs, est-ce qu'elle est déployée jusqu'au moment où on parle? C'est cela aussi la question. Donc je pense que on est en train de prendre à la légère la question de la sécurité à Conakry, et c'est là où ça risque justement de peut-être de glisser, comme le dit souvent Lincoln. L'autre question que je me pose, la question de la sécurité publique à Conakry, notamment la nuit, c'était un business pour les agents de sécurité eux-mêmes. La gendarmerie, la police, tous ces agents qui étaient sur le terrain, c'était un business. Parce qu'il suffit que vous n'ayez pas de carte d'identité, vous payez quelque chose. Donc il y a des gens qui en tiraient bénéfice. Vous leur demandez de rentrer. Aujourd'hui, ces attaques qui sont en train d'être opérées, est-ce que quelqu'un n'est pas derrière? Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'agir pour obliger les autorités à remettre les agents dans la rue encore la nuit? Donc, quoi qu'il en soit, il faut prendre des dispositions. Parce que peu importe la mesure vers laquelle on va y aller, les citoyens ont besoin d'être en sécurité. D'autant plus que le pays est dirigé par l'armée elle-même, donc par ceux-là qui sont censés nous protéger. On ne peut pas comprendre que quand une civile dirige le pays, on n'est pas en sécurité, et l'armée elle-même dirige le pays, on n'est pas en sécurité. Et surtout non, le silence, ce n'est pas acceptable. Il n'est pas compréhensif. Pas du tout, non mais l'acte lui-même n'est pas compréhensible du tout qu'on ne soit pas en sécurité alors que le pays est gouverné par le groupement des forces spéciales. Non mais ces gens sont censés combattre les terroristes, ce ne sont pas les petits bandits de notre quartier qui ne peuvent pas attaquer.
On va donc donner également, je rappelle, la parole aux auditeurs sur cette question. Ça sera dans la dernière ligne droite. Mais en attendant, nous donnons la parole à nos invités dans Bâton rompu. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Nous recevons Dr Ibrahima Traoré et Dr Aboubakar Salematou Silla. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Dr Aboubakar. Bonsoir. Bienvenue donc. Je rappelle que vous êtes tous les deux enseignants, chercheurs à la faculté de médecine de l'université Gamal. Vous avez souhaité prendre la parole chez nous et vous dites que vous êtes privé à tort d'une montée en grade. Il s'agit de quoi exactement? D'abord, merci. C'est le lieu de remercier la maison Film FM et toute l'équipe ici présente. Nous sommes là ce soir pour dénoncer une injustice dont nous sommes victimes, nous sommes objets. Et cela ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller comme ça, ça ne peut pas continuer. Avant nous, d'abord, les aînés avaient été victimes et nous aussi nous sommes victimes. Nous avons dit, écoutez, nous ne pouvons pas nous asseoir parce que là, ce que nous disons, c'est clair et fondé. Nous sommes des médecins. Nous avons fait la médecine en Guinée, à Gamal, dans la serre de Conakry. Nous avons fini la médecine. Nous avons été recrutés pour donner des cours à la faculté de médecine depuis l'année 2007. De 2007 à 2015, nous donnions des cours. Nous n'étions pas recrutés à la faculté. Nous donnions des cours gratuitement. Nous laissions nos familles derrière nous. Nous partions à Zéro-Corée enseigner les enfants. Pendant ce moment-là, on ne créait pas de problème. On était reconnus comme enseignants. En 2011, on a été pris comme étant homologues. Les homologues, ils sont enseignants aussi, qui perçoivent 450 000 francs par mois. Donc, ce qui fait 3 mois, on payait chaque 3 mois. Quoi. Les 3 mois, ça faisait combien? 1 350 000 comme ça. Donc, en 3 mois, c'est ce que nous percevions. À Gamal. À Gamal. Bien sûr, ça c'était les homologues. Alors, normalement, c'est pas normalement l'homologation, c'est après 2 ans d'homologation qu'on est recruté. Mais nous avons fait 4 ans. Imaginez-vous, 2011 et 2015 qu'on a été recrutés par un processus clair qui a été mené par l'actuel secrétaire général de l'enseignement supérieur postgradué, comme on dit. Alors, nous avions effectivement été recrutés. Il y a une bourse qui a été négociée par le président Alpha Condé en Italie pour un master en médecine tropicale et santé internationale. Ils ont dit formation des formateurs. Nous sommes partis dans ce master en Italie avec mon ami. On était 10 médecins guinéens, 10 médecins de la Guinée équatoriale. Nous sommes partis. Alors, nous avons fait ce master. Nos problèmes ont commencé quand nous nous sommes retournés en 2016. 2016, quand on est venu, parce que nous, là-bas, dans ce master-là, on a fait la dermatologie. On n'a jamais pensé faire la dermatologie. Mais nous, pendant ce master-là, on a fait la dermatologie et tous les problèmes ont commencé quand on est revenu ici en Guinée. Et moi, voyant tout ça, j'ai dit, bon, écoutez, comme c'est comme ça, je vais maintenant faire la dermatologie pure et dure. C'est entre-temps, je me suis inscrit à Cardiff, en dermatologie, à Cardiff. La dermatologie, c'est en Angleterre? En Angleterre, à Cardiff, en dermatologie, la formation coûte environ 170 millions de francs guinéens. 17 000. Voilà, 17 000 livres. Bon, là-bas, c'est un livre. On revient tout à l'heure avec vous, juste après les informations. On continue avec nos invités, Dr Traoré. Avant de vous donner la parole, à votre collègue, nous continuons avec vous. Donc, vous étiez en train de nous dire que vos problèmes ont commencé en 2016. Alors, pourquoi? Bien, alors, vraiment, je vais aller un peu vite parce que là, j'ai tellement à dire, mais je vais un peu résumer. Alors, depuis 2016, nos problèmes ont commencé. Nous avons fait des formations en Grande-Bretagne, en master. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de DES, c'est le post-graduate, c'est le master. DES, c'est le diplôme d'études spécialisées. Et dans le système français, le DES a un niveau 7. Le master aussi a un niveau 7. Donc le DES est équivalent au master dans le système français. Dans le système anglais, le master est un peu plus élevé que le DES. Parce qu'en Angleterre, pour faire d'abord le master, il faut faire d'abord le post-graduate. Nous avons fait d'abord le post-graduate. On a fini le post-graduate. Après le post-graduate, on a fait maintenant le master. Et le master qu'on a obtenu, c'est avec les mentions distinction. Ceux qui ont fait le master en Grande-Bretagne, demandez-les un peu ce que ça veut dire. Alors, nous avons fait toutes ces formations-là. Nous n'avons aucun problème de reconnaissance à l'extérieur. À l'extérieur, nous sommes reconnus comme tels. Nous avons déjà gagné 3 prix pour la Guinée. Le premier prix, je ne sais pas si vous vous rappelez ça aussi, ça avait créé trop de problèmes. Quand vous dites nous, vous parlez de vous. Effectivement. D'accord. Voilà, effectivement. Mais le premier prix là, je l'ai fait avec mon ami. On a travaillé ensemble pour ce prix là.
c'est le prix Strauss-Kahn là qui avait créé trop de problèmes. Docteur Silla. Docteur Silla, on a fait ensemble ce travail, on a décroché ce prix. C'est la première fois que la Guinée soit là. On a gagné ce prix, on nous a empêché de partir. On a encore dénoncé le président Alpha Condé même, qu'on m'a appelé une nuit et il m'a envoyé vers Ali Kaba de la présidence. Et de là maintenant, les dossiers ont été signés, mais avec 4 de mon départ, nous ne sommes pas partis. Mais le travail est publié, nous sommes là dedans, donc ça veut dire que vraiment le prix est là. Une reconnaissance à l'international. Alors... Le deuxième prix, le second prix, c'est pour Milan. Lorsqu'on m'a empêché d'aller ici à Washington, qu'est-ce que j'ai fait pour Milan? J'ai rien fait. J'ai quitté la Guinée, je suis parti à Dakar. J'ai pris mon visa, j'ai laissé là-bas mon passeport à l'ambassade. Ils ont appelé les organisateurs qui ont confirmé. Ils ont mis mon visa dans mon passeport et qui est venu me trouver ici. J'ai pris mon visa, je suis parti. Alors, ça, c'est Milan. Non, c'est pas fini. Le dernier, c'est maintenant là. Le dernier, je vais le recevoir du 10 au 13 novembre. C'est là, les preuves sont là. J'ai présenté 9 travaux, 9. Il y a un qui est situé dans quel domaine? Dermatologie. Et c'est le congrès international de Melbourne qui se tient du 10 au 13 novembre. Voici, c'est là. Tout ça, regardez. Toute la page là, c'est moi. Et voici ici le prix qui est là. Vous pouvez le voir. Pourquoi on vous en veut autant? Pourquoi on ne vous laisse pas? Le problème, c'est quoi? Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est le ministère qui doit résoudre le problème là. Le ministère doit résoudre ça pour de bon. Parce que on ne peut pas résoudre le problème. Est-ce que. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est un problème de reconnaissance de master. Si on ne reconnaît pas le master en Guinée, qu'on nous dise. Parce que le master, c'est quelque chose qui est international et c'est reconnu de façon internationale. Et c'est même mieux coté en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de DS. Mais est-ce que pour les médecins, c'est le master qu'il faut? Parce que c'est peut-être là que se situe le problème. Comment devenir médecin? Qu'est-ce qu'il faut pour être médecin? Après les 7 ans d'études pour être spécialiste, il faut avoir un DS, non? Non, suivez. Pour être médecin, d'abord, il faut faire d'abord les 7 ans. Après ça, poser une thèse, avoir son diplôme, là vous êtes médecin. Maintenant, après cela, vous pouvez même décider de continuer. Continuer, vous pouvez faire le DES, qui est ce diplôme d'études spécialisées. Vous pouvez faire le master, il y a des masters de spécialisation. Pour vous dire, c'est très simple. Tout le monde est connecté, non? Tapez sur Google master en dermatologie, vous verrez s'il y en a ou pas, vous verrez. Les gens ne vont pas créer des choses parce qu'ils veulent le créer. S'ils le créent, ça veut dire qu'il y en a, que c'est intéressant. Il y a des masters dans n'importe quelle discipline clinique. Dermatologie, chirurgie, pédiatrie, il y en a partout. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Pourquoi c'est créé? Parce que vraiment, ça a une portée scientifique. Et ailleurs, par exemple, je ne dis pas la Guinée, mais vous savez, vous voyager ailleurs, quand on dit à quelqu'un professeur, c'est qu'il a un PhD. Oui. Un PhD. Tous ceux qui on appelle là-bas professeurs ont un PhD. Entre nous, quand même, tout ce que j'ai vu pour l'instant, jusqu'à maintenant, là où je suis, Grande-Bretagne, Italie, Australie, vraiment, même en France, professeurs, ils ont leur PhD. Mais là, vous verrez des gens qu'on appelle professeurs qui n'ont même pas de PhD. Et pour avoir le PhD, il faut d'abord avoir le master. Donc là, nous sommes étonnés qu'on dise que le master n'est pas connu pour les branches cliniques. Et pourtant, ces masters-là, c'est ce qui existe alors là, dans la Grande-Bretagne. Alors, docteur Silla, pourquoi, selon vous, est-ce que c'est une incompréhension? Pourquoi on vous met les bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez essayé de discuter avec la faculté, le doyen de faculté notamment? Ok, merci beaucoup. Merci à FIMM, merci à vos millions d'auditeurs. Effectivement, j'emboîte le pas à mon cher collègue, comme il vient de le dire. Tout a commencé depuis notre retour de l'Italie. On a eu pas mal de problèmes. Nous avons nos arrêtés, nous sommes engagés officiellement. Mais je vous dis, à l'interne même, il y a eu même des problèmes où ils ont même enlevé, je vais parler de l'actuelle autorité de la faculté de médecine. Ils ont même enlevé nos noms sur des listes. Le nom? Vous parlez de qui exactement? Moi et mon ami. Professeur Cissé? Oui. Voilà. Effectivement. Nous, c'est un professeur qu'on a indexé parce que c'est lui le patron. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais on n'a pas. On a enlevé vos noms de quelle liste? Sur la liste des enseignants de la faculté, comme pour dire que nous ne sommes pas enseignants, ceci, cela. Mais l'université a résolu ce problème. Maintenant, il s'agit maintenant de reclassement. Pour ce reclassement aussi, ils ont fait des listes là-bas pour dire que nous sommes non reclassés. Comme il a dit, ça dit le niveau qu'on a dans les conditions normales, on ne doit plus maintenant discuter maintenant de ça. On doit dépasser, on n'est plus des assistants même. Mais malheureusement, quand ce problème a été posé, on est venu voir même le recteur. Et même tout le monde a dit, donc écoutez, comme on vous a dit de fournir des dossiers, nous avons fourni les dossiers. Les dossiers ont été fournis pour être reclassés. Maintenant, dans ce reclassement... Reclassé comme quoi? Expliquez bien. Reclassé pour avoir le grade, par exemple, le grade académique, assistant, maître assistant et autres. Parce qu'ils ont dit que nous ne sommes pas reclassés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant,
On a fourni ces Donc, dossiers. normalement, vous devez être reclassé assistant ou maître assistant. Quel est le grade auquel vous devriez passer et où ça bloque? C'est ce que mon ami dit. Avec le diplôme qu'on a, le master, normalement, on doit aller jusqu'au maître assistant. Mais comme ils disent qu'on n'est pas reclassé, donc nous avons fourni les dossiers. Les dossiers ont été déposés. Même à la fin, quand on a envoyé les dossiers, d'abord, ils ont refusé de prendre. Il a fallu passer par d'autres méthodes pour que nos dossiers soient pris. Le micro. Est-ce que vous comprenez? On refuse vos dossiers nos pendant dossiers, que d'autres dossiers étaient acceptés, c'est ça? D'autres dossiers étaient acceptés. Surtout nous deux. C'est-à-dire pour nous, c'est autre chose. Attendez, les universités ou les instituts d'enseignement supérieur. Je parle de la faculté de médecine. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. En fait, l'institut ou l'université dans laquelle vous avez passé votre master, est-ce que cette école est reconnue mondialement? Voilà, très bien. Donc, voilà. Comme lui, il avait continué. Mais moi, on était ensemble en Italie. C'est une bourse qu'il a eu pour aller s'il vous plaît. Laissez-le préciser. Quand on est revenu de l'Italie, effectivement, comme vous le savez, les gens ont contesté pour dire que non, petit pata. Bon, tout ça là, on est venu, c'est pourquoi j'ai envoyé ce document-là aujourd'hui. Ça, c'est signé par le ministre Yoro pour la reconnaissance des diplômes. Quand nos diplômes ont été rejetés, ça c'est pour moi, c'est mon arrêté ça. Vous allez lire, signé par le ministre Yoro. Donc, oui, continuez. D'accord, vous comprenez. Donc, il y a eu reconnaissance, comme pour dire que ce master, ça, c'est le ministre Yoro qui a fait. Parce que quand vous venez, vous envoyez le dossier au ministère là-bas, il y a un service spécialisé pour ça. Donc, c'est des documents, c'est des diplômes qui sont reconnus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ce reclassement, donc on a déposé les dossiers. Après, à notre étonnement, on voit maintenant nos noms. On dit maintenant que nos noms sont rejetés, que nos dossiers sont rejetés parce que tout simplement, que nous avons fait le master clinique. Étant donné que nous étions là-bas avec des collègues qui ont le master aussi, comme nous autres. Qui ont été acceptés? Qui ont été acceptés. Mais le master clinique, on dit que vous n'avez pas été reclassé parce que vous avez le master clinique. Quelle est la différence entre le master clinique et le master que vous étiez censé avoir, le DES? Merci. Voilà, merci. Je vais un peu apporter des précisions. D'abord, les universités dans lesquelles nous avons étudié, c'est clair de vérifier. C'est pas compliqué. Il y a la connexion. D'abord, c'est une université de Perugia en Italie. Tapez vous-même un Perugia. Oui, je vois ici peut-être parce qu'on me soumet ce document. Aboubakar Salema Toussila, matricule, ministère de l'enseignement supérieur. Après, on voit niveau d'accès, diplôme d'état de docteur en médecine, institution de formation, université de Perugia, Italie, 2 ans, 2015. Et puis, on dit médecine tropicale et santé internationale. C'est le master qu'on a eu là-bas. Alors, maintenant, Cardiff aussi, vous pouvez voir, Cardiff, c'est parmi les 70 meilleures universités du monde. Vous pouvez vérifier. Donc, c'est des choses qui ne sont pas... Et puis, les diplômes, nous, si vous voulez, connectez-vous, on vous donne nos liens, vous tapez, vous verrez là-bas le diplôme. Il y a pas de problème pour ça. Deuxièmement, vous savez, lorsqu'on n'a pas fait un diplôme, on ne connaît pas. Dis que tu ne connais pas. Mais ce qui nous surprend un peu vraiment ici, dans ce pays-là, c'est que nous avons des autorités qui disent qu'il n'y a pas de master clinique. C'est grave. Vraiment, c'est très grave. Et nous voulons que vous fassiez quelque chose, parce que nous ne voulons même pas nous parler de ça. Vous-même tapez master en dermatologie, master en pédiatrie. Vous verrez s'il y en a ou pas. S'il y en a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment intéressant, c'est important. Et le master, dans la nomenclature des diplômes, le master a le niveau 7. Le DES a le niveau 7. Et donc c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Hein? Le PhD n'a pas d'équivalence. Le PhD là c'est le sommet. Il n'y a pas de diplôme qui attend le PhD. Quelle que soit la science. Le PhD est le diplôme le plus élevé qu'on puisse avoir. Non, mais moi je voulais profiter de cette brèche. Comment expliquer que vous soyez reconnu à l'international et que vous ayez des problèmes dans votre propre pays, un pays qui a participé à votre formation? La preuve de la connaissance à l'international, c'est simple. Allez taper le nom seulement, Traoré vraiment, docteur. Est-ce que vous étiez turbulent ici? Vous avez des problèmes avec les dirigeants de l'université? Vous êtes des fondeurs? Non, pas des fondeurs, mais défendons nos droits. Nous avons des rapports de police, nous avons des rapports de grande civile, nous n'avons pas de non-cité. Si vous voulez, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Nous avons. Au fait, quoi, si vous nous voyez que nous sommes là. Est-ce que vous êtes deux à être concernés par ce refus de reclassement? Non, vous savez, oui, effectivement, dans ce refus-là, nous sommes deux, mais nous savons qu'il y a des gens brimés. Mais comme eux, ils ne veulent pas parler, c'est leur problème. Nous ne défendons pas quelqu'un. Nous parlons de nos cas parce que c'est clair. Nous n'avons rien inventé, nous avons fait des formations, nous avons servi ce pays, nous sommes Guinéens et nous voulons servir ce pays. Nous n'allons pas accepter
qu'une personne vienne nous arrêter dans nos processus, ça ne marchera pas. Nous n'allons pas... Lincoln, on a essayé d'entrer en contact avec le professeur Cissé, le doyen de la faculté de médecine. Oui, j'ai appelé le professeur Cissé pour poser ce problème. Il m'a dit clairement qu'il ne souhaite plus s'exprimer sur le sujet. Je voulais en savoir davantage puisque on voulait juste un débat contradictoire, mais très malheureusement, il n'a pas été agréable avec moi. Il veut, en tout cas, il ne voulait pas communiquer. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? C'est qu'il dit, non, suivant. Non, suivez aussi, il y a quelque chose aussi. Parce que ils sont passés déjà dans d'autres médias. Hein. Ce qu'il dit souvent, il dit qu'il applique les textes. Suivez. Il y a 2 textes. Vous savez, le Guinéen... Oui, il a dit chez le confrère de Dioma. Il y a 2 textes. Le texte 1 dit elle ne peut être reclassée que ceux qui ont le doctorat. Ça veut dire PhD. Quand on dit doctorat, c'est le PhD. Ce n'est pas doctorat en médecine. Doctorat en médecine, c'est le medical docteur. Ça, c'est autre chose. Mais doctorat réel, scientifique, c'est le PhD. C'est qu'il y a une arrêté de qui dit ça. Alors, quand ils ont sorti ça, eux, maintenant, pour maintenant faire un texte, maintenant, leur image, pour qu'ils soient dans ça, ils ont maintenant sorti maintenant le texte pour dire que doctorat là, ça veut dire DES, DEA. Je vous en prie, vous avez tous été à l'école. Vous avez tous été à l'école. Allez-y, tapez ici PhD égale à DEA ou DES. Alors, c'est simple. Si on veut appliquer les textes, alors qu'on applique les 2 textes en même temps, il n'y a pas de problème pour ça. Si c'est cela, mais tout le monde va descendre. On ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter qu'on soit brimé. Mais là, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout où? Vous irez où? Non, quel est votre dernier recours? Non, nous irons jusqu'au bout. Nous rencontrerons la ministre, nous rencontrerons le président de la République. Nous ferons en sorte, même s'il faut que nous parlions à l'international, parce que vraiment, j'ai un réseau intense, énorme de dermatologues. Vous êtes l'organisation internationale des dermatologistes? Bien sûr, j'ai un réseau énorme, même s'il faut que vraiment en parler là. Nous en ferons, mais nous serons reconnus comme tels parce que vraiment, ce pays-là, il a tout donné. Oui, mais il y a un problème. Il paraît que le recours déposé au ministère vous a été également refusé. C'est ce qui est grave, parce qu'il y a un recours qu'on doit déposer. Le recours n'est pas déposé le recours. Pour ce moment qu'il a reçu, c'est parce que le recours-là a refusé de recevoir ce recours. On ne demande pas une faveur. On n'a pas dit à quelqu'un de nous aider. On n'a jamais dit à la possibilité de nous aider. On ne nous l'a jamais dit. Parce que nous avons tracé nos chemins. C'est postgraduate, master, PhD. Micro. C'est simple. Non, mais nous voulons juste être rétablis dans le droit. C'est tout ce qu'on veut. On ne demande pas une faveur. Est-ce qu'il y a un acharnement? Est-ce qu'il y a un réseau créé pour vous contrer? Mais tout à l'air, mais nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. Ça va achever, ça va aller, mais nous n'allons pas céder. Docteur Silla, est-ce que vous pensez que c'est une décision sage d'aller à la fronde avec la faculté? Non, ce n'est pas aller à la fronde, mais plutôt, nous sommes venus ici, c'est pour que tout le monde soit informé de ce qui se passe. Parce qu'à l'interne, je vous dis même à l'université, par rapport à ces dossiers-là, l'université est informée. On a déposé, d'abord, quand ils ont rejeté, ils n'ont pas voulu qu'on ait... Vous voulez dire le rectorat? Tout le monde est informé. Le rectorat est informé, tout le monde il faut aller vérifier. Les 3 recteurs. Tout le monde. Quand ils ont... D'abord, le dépôt des dossiers nous a posé problème. Mais quand on a déposé, par après, ils ont enlevé nos dossiers. Mais nous avons suivi. On est parti chez la vice-rectrice, on a compris effectivement nos dossiers ont été enlevés. Nous avons demandé à ce qu'on nous restitue nos dossiers. Nous allons faire recours. Par rapport à ça, la faculté n'a pas voulu nous remettre. Donc nous avons reconstitué encore les dossiers. Maintenant, on a fait recours. Ils sont là. On a fait recours. Maintenant, c'est ce recours-là maintenant. Sur ça aussi, on est bloqué. On est parti voir le directeur de l'enseignement, le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Momo, qui n'a pas voulu prendre les dossiers. Après, on est parti voir le président du CNRP, professeur Kourouma. Professeur Kourouma a donné instruction de venir voir la CCE de Gamal. On est venu, la CCE de Gamal. Vraiment, ils ont siégé là-dessus. Ils ont écrit encore. On a tout ça ici. On a renvoyé encore les dossiers pour qu'ils prennent. Pour ce moment, on n'a pas encore pris nos dossiers. Vous avez un problème avec lui? Oui, mais vous sentez des consignes contre vous? Non, moi je vous explique le mécanisme de ce qui s'est passé. Il y a une consigne, il y a des consignes. Non, lui aussi, il n'a pas pris. Et qui est derrière ces consignes? Ils ont siégé. Est-ce que les médecins sont organisés en association, en plusieurs structures? Est-ce que vous avez la solidarité de certaines structures regroupant les médecins? Vous savez c'est quoi? Aller à l'université, vous savez c'est quoi? 3 recteurs. Vous savez c'est quoi? Attendez. Vous savez c'est quoi? Ce que nous avons fait, les 95% ici des médecins n'ont pas fait ça. C'est ça le problème. Ils ont fait 2S. Ils ne peuvent pas être solidaires avec nous. Ils ne sont pas concernés. Il y a l'aigreur, hein? Voilà, nous avons fait le master.
Postgraduate, master, PhD. Nous sommes les Micro. Allez-y, tapez sur Google. Ça veut dire que vous n'êtes que 2 à avoir fait des masters. Non, ils ne sont pas 2. Il y a même des gens qui ont fait le PhD. Mais comme eux, ils ne veulent pas parler, on ne va pas forcer quelqu'un à parler. Mais nous, en fait, c'est quoi? Même si tu es seul, si tu défends la vérité, défends le Dieu va t'aider. Nous sommes dans ça. C'est que nous savions qu'on ne ment pas. Tous nos diplômes sont. C'est clair. Je vous dis qu'on a eu des masters avec distinction. Et quand on dit ça, Grande-Bretagne, c'est pas n'importe qui a ça. Alors, est-ce que votre participation, je crois, au sommet prévu en Australie, Melbourne, est-ce que cette participation est compromise? Non, c'est pas. Parce que vous en parlez. Non, c'est pas compromis. Moi, j'ai déjà fait une présentation. J'ai fait 9 présentations. Le prix est là. Tout sera fait en virtuel. Il n'y a absolument aucun problème. Tout est là. Le programme est là. Je vous laisse même ici un programme pour vous, vous verrez. Hein? Donc tout est là, vous pouvez avoir accès à mes présentations à partir du 10, tout est clair, il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est que, voyez un peu. Ce que je voulais ajouter. Pour terminer, c'est fini là, on n'a plus de temps. Pour terminer chacun. Ce que je voudrais ajouter, c'est pour dire encore, il y a l'acharnement derrière. Quand vous prenez les années précédentes, nous avons des collègues qui n'avaient même pas un diplôme post-universitaire qui ont été reclassés. Ils n'ont même pas un diplôme post-universitaire, ça c'est vérifiable aussi. Maintenant, pendant que nous on a des diplômes maintenant, c'est à ce moment où on nous pose des problèmes. Et à l'évaluation, on a vu des notes là, on ne comprend pas par ces notes. Non, ça, nous ne sommes pas impliqués. Non, attention, ça aussi c'est grave. Vous savez, il vous a dit, n'est pas ancien qui le veut. L'enseignant n'est pas ancien qui le veut, on ne peut pas, c'est pas possible. 20,5, 21,5, moi je crois que ça vraiment... Sur combien? Sur 20? Mais rapidement, quelle est l'équivalence entre les diplômes que vous avez et ceux du doyen de la faculté? Quelle est la différence? La différence, je veux dire. Non, le professeur. Non, attention. Il est professeur, d'accord, mais ça aussi, voilà, moi je ne vais pas entrer dans tout ça là. Ce que je sais, c'est quoi? C'est que le master a un niveau 7, le DES a un niveau 7. Le PhD a le niveau 8, c'est plus élevé. Donc, apparemment, c'est fini, hein? Vous doutez de certains PhD? Où ça? Non. Parce que vous dites que vous ne voulez pas rentrer dans certains détails. Mais ils n'ont pas de PhD. Ils n'ont pas de PhD. Ils n'en ont pas. Voilà pourquoi. Quand vous prenez les 100% des médecins guinéens ici, les 98% n'ont pas de PhD. Ça sera donc le mot de la fin. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Dr Ibrahima Traoré et Dr Salimatou Silla. Dans quelques minutes, 2 pour prendre les auditeurs. 2185, un premier auditeur. Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bonsoir Madame Arissa Toussou. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci, c'est Sidibé Abakar qui vous appelle dans Cause 5. Je dis bonsoir de passage à Mohamed Kaba, la voix de Sambois. Je viens de vous prendre à marche, après moi là. L'insécurité grandissante à Conakry. Qu'attendez-vous des nouvelles autorités? Bon, écoutez, vous savez, pratiquement l'insécurité se trouve un peu partout dans le monde, mais à des degrés différents. Mais je pense qu'il faudrait que les nouvelles autorités s'organisent. C'est ça important parce que il est honteux de voir, n'est-ce pas, un militaire au pouvoir et que, n'est-ce pas, l'insécurité continue de battre, n'est-ce pas, son plein dans notre pays. Alors ils doivent, n'est-ce pas, prendre les responsabilités. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis parmi ces personnes qui pensent que lever totalement ces barrages-là, c'est un handicap. Il faut moraliser, n'est-ce pas, comment dire ces gens-là. Merci beaucoup, Sidibé, depuis Anko 5. Merci beaucoup. On va prendre notre 81-85. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Arissatou Diallo. Bonsoir à mon grand frère Ibrahima Sorilen Consuma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Talibé Diallo. Il a entendu très rapidement, allez-y. Merci, Madame Arissatou. Comme vous venez de dire tout de suite, l'insécurité, alors là, ça fatigue la population guinéenne. Parce que moi, j'ai rencontré avec un monsieur qui a victime le 2 derniers jours là. Il a voulu voyager à l'entrée du pays et le chauffeur a dit le monsieur n'est pas sorti à partir de 5h et quelques. Le monsieur est sorti à Kobaya là-bas. Il a rencontré le bandit a pris son argent, tout le téléphone avec tout son bagage. Moi, j'interpelle le nouveau ministre de la Sécurité de former une équipe qui fait le patrouille pendant la nuit pour sécuriser la population guinéenne. Merci beaucoup à vous. 81, non, il me signale de l'autre côté. C'est fini. Donc, merci à toute l'équipe. Merci également à Karifa Traoré et Ibrahima Silla pour la conduite technique. Tout de suite, c'est Film Soir avec l'équipe de la rédaction.